Arrête de jouer de l'accordéon, ça fait plouc. La phrase tomba dans le silence relatif du déjeuner dominical. Le seul autre bruit était le cliquetis des couverts de mon fils Philippe sur son assiette en porcelaine. Ma belle-fille, Sylvie, avait prononcé ces mots. Elle ne me regardait même pas. Elle s'adressait à Philippe, comme si j'étais un meuble. Un meuble bruyant et démodé qu'il fallait mettre au grenier. J'avais les mains posées sur mes genoux, sous la nappe. Des mains de vieil homme, tachetées, avec des veines comme des rivières asséchées. Ses mains avaient bâti une maison, changé des milliers de couches, tenu la main de ma femme, Hélène, jusqu'à son dernier souffle. Et elles avaient appris à faire chanter ce vieil accordéon. Le mot « plouc ». Il a résonné en moi, non pas comme un coup de tonnerre, mais comme le tintement mat d'une cloche fêlée. Il n'y avait pas de colère dans ce son. Juste une confirmation. La confirmation de ce que je savais déjà, au fond de moi, depuis des années. J'étais devenu un anachronisme dans ma propre vie. Un vestige d'un monde qu'il trouvait embarrassant. Je me suis souvenu du jour où j'avais acheté cet accordéon. C'était peu après la guerre. Paris se remettait à respirer et la musique était partout. Hélène et moi avions économisé sou par sou. Quand je l'ai ramené à la maison, ses yeux brillaient. Nous avons dansé dans notre petit appartement, au son d'une valse musette que j'improvisais maladroitement. Pour elle, ce n'était pas plouc. C'était le son de notre jeunesse, de notre amour. Sylvie parlait maintenant de leurs prochaines vacances au ski. Des chalets, des forfaits, du ridicule de la neige artificielle. Philippe opinait, ajoutant un commentaire sur le prix du vin chaud. Il vivait dans un monde de surface lisse et de transactions. Mon monde à moi était fait de bois usé, de nacre jaunie et de soufflets qui sentaient la poussière et les souvenirs. Je n'ai rien dit. J'ai fini mon poulet rôti. C'était un peu sec. Sylvie ne maîtrisait pas la cuisson comme Hélène. Je m'étais proposé de faire mon coq au vin, ma spécialité, mais elle avait grimacé. « Oh non, papa, c'est tellement lourd, tellement démodé. » Encore ce mot. Démodé. Plouc. C'était la même chose. Je les ai regardés parler. Leur bouche bougeait, mais je n'entendais plus les mots. Je voyais juste deux étrangers qui vivaient dans ma maison. Ou plutôt, je vivais dans la leur. C'était subtil, le changement de propriétaire. Il s'était fait sans acte notarié, au fil des années, à force de petites abdications de ma part. Après le café, j'ai débarrassé mon assiette et je suis monté dans ma chambre. L'accordéon était dans son étui, dans un coin. Une fine couche de poussière le recouvrait. Je ne l'avais pas sorti depuis des mois, justement pour éviter ce genre de remarques. Pour ne pas déranger. J'ai posé ma main sur le cuir froid de l'étui. Mes mains ne tremblaient pas. Pas encore. Un calme étrange s'est installé en moi. Ce n'était pas de la résignation. C'était autre chose. Une sorte de clarté. Comme lorsqu'on regarde un paysage après un orage et que l'air est si pur que chaque détail est d'une netteté implacable. Le mot « plouc » n'était pas une insulte. C'était une libération. Il venait de couper le dernier fil, fin et usé, qui me retenait encore à l'idée que je devais leur plaire. Que leur opinion comptait. Ils m'avaient donné la permission de ne plus essayer. J'ai ouvert l'étui. L'odeur familière m'a accueilli. J'ai soulevé l'instrument. Il était lourd, d'un poids rassurant. J'ai passé mes doigts sur les touches. Je n'ai pas joué une seule note. Je n'en avais pas besoin. La décision était prise, silencieusement, dans le secret de cette chambre qui me servait de refuge. Ma musique n'était pas la bienvenue ici. Très bien. Alors, j'irai la jouer ailleurs. Le lendemain matin, je me suis levé à mon heure habituelle, avant l'aube. J'ai fait mon café, noir et fort. J'ai trempé ma baguette beurrée, un rituel immuable. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Il y avait un but à ma journée. J'ai enfilé mon vieux par-dessus, celui que Sylvie détestait. J'ai mis mon béret. J'ai pris l'étui de l'accordéon. En passant devant la porte de leur chambre, j'ai entendu le souffle régulier de leur sommeil. Ils dormaient, inconscients du petit séisme qui venait d'avoir lieu. Dehors, l'air de février était glacial. Il mordait mes joues. Le ciel était gris. Je me sentais vivant. Je suis descendu dans le métro. L'odeur de métal, de poussière et d'humanité pressée. Le grondement des rames. Le flot des gens, des visages fermés, des regards fuyants. J'étais invisible ici aussi, mais c'était une invisibilité différente. Une invisibilité d'anonyme,
pas celle d'un objet encombrant. J'ai trouvé un long couloir de correspondance à la station Châtelet. Les murs étaient recouverts de carreaux blancs, froids et impersonnels. L'acoustique semblait bonne. J'ai ouvert mon étui par terre, comme j'avais vu d'autres le faire. C'était un geste humble. Un geste de saltimbanque. Mes mains tremblaient un peu, cette fois. Non pas de peur, mais d'une sorte de trac. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas joué pour des inconnus. J'ai ajusté les bretelles sur mes épaules. J'ai pris une profonde inspiration, l'air sentait le caoutchouc chaud. Et j'ai joué. La première chanson était « Sous le ciel de Paris ». Une mélodie simple, presque un cliché. Mais c'était la première qu'Hélène et moi avions dansé. Les notes ont rempli le couloir. Elles semblaient se battre contre le vacarme ambiant, fragile mais déterminé. Au début, personne ne faisait attention. Les gens se hâtaient, pressés par leur vie. C'était normal. Je ne m'attendais à rien. Je jouais pour moi. Pour Hélène. Pour chasser le silence de ma chambre. Puis, une femme s'est arrêtée. Elle était âgée, avec un foulard sur la tête. Elle a souri. Un vrai sourire. Ses yeux se sont plissés. Elle est restée jusqu'à la fin de la chanson, puis a hoché la tête avant de continuer son chemin. Un peu plus tard, une pièce a atterri dans mon étui. Un tintement métallique et clair. C'était une pièce de 2 euros. Un jeune homme en costume, l'air pressé, l'avait lancé en passant, sans même ralentir. Mais il l'avait fait. J'ai joué pendant 2 heures. Des valses, des javas, des chansons de Brel, de Brassens. Des airs que mes doigts connaissaient par cœur, des mélodies qui racontaient ma vie. Des gens se sont arrêtés. Un enfant a voulu danser. Sa mère l'a tiré par la main, en riant. Un couple d'amoureux s'est embrassé au son de La Bohème. Quand je me suis arrêté, j'avais mal au dos et aux épaules. Mais je me sentais léger. Dans mon étui, il y avait un petit tas de pièces et quelques billets. Je ne m'y attendais pas. Ce n'était pas pour ça que j'étais venu. Mais c'était là. Une preuve tangible. Ma musique, jugée plouc, avait une valeur. J'ai fait ça tous les jours. C'est devenu mon nouveau rituel. Le matin, je descendais dans les entrailles de la ville. Je devenais une partie du paysage sonore du métro. Les gens ont commencé à me reconnaître. Le « papy à l'accordéon ». Certains me saluaient. D'autres me demandaient des chansons. À la maison, mon absence commençait à se faire remarquer. Philippe laissait des messages sur mon téléphone. « Papa, où es-tu » Sylvie a fait un rôti. Sa voix était agacée. Il n'était pas inquiet. Il était contrarié. Un rouage manquait dans sa mécanique bien huilée. Je n'ai pas répondu. J'ai effacé le message. Un autre message, quelques jours plus tard. « Papa, il faut qu'on parle. C'est ridicule. Tu nous fais du chantage affectif ? On a besoin de toi pour garder Léo mercredi. » Le besoin. Toujours le besoin. Leur besoin. Pas le mien. J'ai effacé le message. Le silence était ma seule réponse. C'était une langue qu'ils ne comprenaient pas encore, mais qu'ils allaient devoir apprendre. Dans le métro, j'ai commencé à nouer des liens. Il y avait les autres musiciens, bien sûr. Un jeune violoniste virtuose, une chanteuse à la voix d'or. On se saluait d'un signe de tête, un respect mutuel entre travailleurs de l'ombre. Et puis il y avait les autres. Ceux qui ne prenaient jamais le métro pour aller quelque part. Ceux pour qui le métro était un refuge. Les sans-abri. Il y en avait un, en particulier. Jean. Il devait avoir la 50aine, mais en paraissait 20 de plus. Il s'asseyait toujours sur un banc non loin de l'endroit où je jouais. Il ne demandait jamais rien. Il écoutait, simplement. Ses yeux étaient souvent fermés. Un jour, à la fin de ma session, il s'est approché. « C'est beau, ce que vous faites », a-t-il dit d'une voix rauque. Ça met un peu de chaleur dans cet endroit. « Merci », ai-je répondu, surpris. Mon père en jouait. À la campagne. Ça me rappelle. Il n'a pas fini sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Ce jour-là, en rentrant, j'ai regardé l'argent dans mon étui. Une petite somme, mais pour des gens comme Jean, c'était beaucoup. Une idée a germé dans mon esprit. Cet argent ne m'appartenait pas vraiment. C'était un cadeau des passants. Un cadeau pour la musique. Et la musique, elle, devait être partagée. Le lendemain, avant de rentrer, je suis passé par une boulangerie.
J'ai acheté 2 sandwichs chauds et 2 cafés. J'ai retrouvé Jean. Je lui en ai tendu un. Il m'a regardé avec une méfiance mêlée de surprise. Tenez, on ne peut pas jouer le ventre vide. Il a hésité, puis a accepté. Nous avons mangé en silence. C'était le meilleur repas que j'avais fait depuis des années. C'est devenu une habitude. L'argent que je gagnais servait à ça. Des cafés, des soupes, des tickets restaurants. Je ne faisais pas la charité. Je partageais. J'ai appris à connaître Jean, et à travers lui, d'autres. Il y avait Marie, qui avait fui un mari violent. Il y avait Paul, qui avait perdu son travail et sa famille. Des vies brisées, invisibles pour la plupart des gens qui se précipitaient dans les couloirs. Pour eux, je n'étais pas le père de Philippe, le grand-père de Léo, le vieil homme encombrant. J'étais Henri, l'homme à l'accordéon. Ma musique leur offrait une parenthèse, un court instant de beauté ou de nostalgie. Et ils m'offraient quelque chose de bien plus précieux, ils me voyaient. Ils m'écoutaient. Un soir, en rentrant, Philippe et Sylvie m'attendaient dans le salon. Leur visage était dur. « Papa, il faut que ça cesse », a commencé Philippe, sans préambule. « Madame Dubois du 3e t'a vu. Elle a dit que tu faisais la manche dans le métro. La manche. Tu te rends compte de la honte ? » « Je ne fais pas la manche, » ai-je répondu calmement. « Je joue de la musique. »« C'est pareil, » s'est exclamée Sylvie. « Tu nous humilies. Qu'est-ce que les gens vont penser ? Que nous ne nous occupons pas de toi. » Voilà. C'était ça. Leur image. Pas mon bonheur. Leur statut social. Je les ai regardés. J'ai vu leur panique. La panique de gens qui ont perdu le contrôle sur une partie de leur décor. Ce que pensent les gens ne m'intéresse plus, ai-je dit. Ma voix était ferme. Je ne la reconnaissais presque pas, et ce que vous pensez, vous deux, ça ne m'intéresse plus non plus. Mais, pourquoi tu fais ça ? A demandé Philippe, désemparé. Parce que là-bas, ma musique n'est pas plouc. Elle est vivante. Parce que là-bas, je suis utile. Je sers à quelque chose de plus qu'à garder Léo le mercredi. Un silence s'est installé. Un silence lourd, plein de choses non dites. Il ne comprenait pas. Il ne pouvait pas comprendre. Je vais me coucher, ai-je dit. Je suis monté dans ma chambre. J'ai fermé la porte. Je ne l'ai pas claquée. Je l'ai simplement fermée. Le clic du pène dans la gâche a sonné comme le point final d'un très long chapitre. J'ai continué. Ma vie a trouvé un nouvel équilibre. Les matins dans le métro, les déjeuners avec Jean et les autres, les après-midi au parc pour jouer à la pétanque avec des amis de mon âge. Je ne mangeais presque plus à la maison. Je préférais un sandwich sur un banc à un poulet rôti plein de reproches silencieux. Je suis devenu une petite célébrité locale. Les journaux gratuits du métro ont même fait un petit article sur le « Papy Musette de Châtelet ». Philippe et Sylvie ont dû l'avaler de travers. J'ai commencé à donner tout l'argent à une association qui faisait des maraudes. C'était plus efficace. Le responsable, un jeune homme formidable, m'a remercié avec chaleur. Vous savez, ce que vous faites, ce n'est pas juste de l'argent. C'est de la dignité. Vous leur montrez qu'ils existent. La dignité. C'est ce que je cherchais, au fond. La mienne. Et je l'avais trouvée en aidant les autres à conserver la leur. Aujourd'hui, je suis assis sur un banc, près de la Seine. Le soleil d'avril est doux. Mon accordéon est à côté de moi. Je ne joue pas. Je regarde les bateaux-mouches glisser sur l'eau. Je pense au mot « plouc ». Il vient de la campagne. Il désigne ce qui est simple, ce qui est rustique, ce qui est ancré dans la terre. Et alors, mes joies sont simples. La beauté d'une mélodie. La chaleur d'un café partagé. La gratitude dans le regard d'un inconnu. Le sentiment d'être à ma place. Philippe m'a laissé un autre message hier. Sa voix était différente. Plus hésitante. Pas à pas. Léo demande après toi. Il voudrait que tu lui joues de l'accordéon. Je n'ai pas encore effacé ce message. Je ne sais pas ce que je vais faire. La porte n'est peut-être plus complètement fermée. Juste entr'ouverte. Mais une chose est sûre, si je la franchis à nouveau, ce sera à mes conditions. Et avec mon accordéon. Je prends l'instrument sur mes genoux. Un groupe de touristes s'arrête, curieux. Je leur souris. Je prends une grande inspiration. Et je commence à jouer.
Une valse lente et mélancolique. La musique s'élève au-dessus du fleuve. Elle n'est ni démodée, ni moderne. Elle est juste là, comme moi. Et c'est bien assez. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Quelqu'un a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Quelqu'un a besoin de se souvenir que même quand on nous dit que notre musique est sans valeur, il y a toujours un endroit où elle peut apporter un peu de chaleur. Parfois, il suffit de descendre quelques marches pour le trouver.